Il existe un monde où l'angoisse fait partie du paysage. Un monde où chacun de vos pas vous entraîne toujours plus loin, dans la terreur et l'indicible. Un monde où les créatures les plus inimaginables et les psychopathes les plus cruels sévissent en toute liberté. Un monde où il n'y a aucune règle, aucune loi pour vous empêcher de plonger dans l'horreur la plus totale. Ce monde n'est pas si éloigné du nôtre, et il n'appartient qu'à vous d'en franchir les frontières. Alors si vous aimez avoir peur, n'hésitez plus. Franchissez le portail et venez écouter les histoires de l'autre monde. Dark Tales, Blanche-Neige, les contes de fées. Combien de ces récits écoutés dans notre enfance nous ont fait rêver? Récits héroïques, royaumes fabuleux, épopées guerrières, belles princesses à sauver. Autant d'éléments qui ont fait briller des milliers de yeux de petites filles et de petits garçons aussi, se voyant dans la peau d'un chevalier servant sur son fier destrier blanc. Combattre dragons et autres créatures maléfiques, sorciers dotés de pouvoirs dépassant l'entendement. Des histoires où tout, ou presque, était permis, où l'impossible devenait une réalité tangible, le temps d'un récit raconté par notre père, notre mère, notre grand frère, ou notre grande sœur, suivant les cas. Mais en grandissant, vous avez découvert que ces contes de fées qui nous ont fait tant rêver étant enfants n'étaient que des versions édulcorées de la matière première, tels qu'ils avaient été écrits à leur origine. Des récits nettement plus sombres, pleins de fureur, de sang, de massacres en tout genre, et des valeurs très éloignées de celles qui nous ont été enseignées à travers eux. Justice, moralité, confiance, courage, bonheur. Tout cela a été balayé en découvrant les véritables récits de leurs auteurs. Andersen, Perrault ou encore les frères Grimm, sans doute les pires de tous quand on lit les véritables versions. Mais si je vous disais que même ces versions-là ne sont pas les écrits originaux, si je vous disais que Blanche-Neige était très loin d'être la jeune fille pure décrite à travers le conte le plus célèbre de tous, le plus adapté, le plus mis en scène à travers films, spectacles, théâtre et autres médias, et s'il n'y avait qu'elle. La plupart des personnages étaient plus qu'extrêmement différents de l'idée qu'on se faisait d'eux en écoutant les versions audio, en lisant les livres ou en regardant les différentes adaptations, y compris celle annoncée comme étant la véritable histoire. Si je vous disais que je détiens la vraie, l'unique, le seul récit existant de ce conte emblématique de tout un genre de littérature pour enfants. Et croyez-moi, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous croyez connaître de la reine, des 7 nains, du chasseur et des autres personnages qui composent cette histoire, qui n'a vraiment plus rien de magique au sens enfantin du terme. Je sens que je vous intéresse tout à coup. C'est normal. On est toujours intéressé par l'interdit, par les choses que l'on veut cacher à tout prix, car des esprits pensant choisir à notre place ont voulu masquer la vérité. Et si je vous disais que je peux vous raconter la véritable histoire de Blanche-Neige, maintenant, tout de suite, vous seriez prêt à oublier toutes les précédentes versions? À entendre ce qu'il s'est vraiment passé? Car oui, ce n'est pas du tout un conte au départ. Tout ce que je vais vous raconter, c'est vraiment passé. Les frères Grimm n'ont fait que romancer les vrais faits, tout en gardant le brin de noirceur qui a fait la réputation de leur conte à travers les siècles de leur existence. Mais je vois que vous êtes déjà plein d'impatience à l'idée de savoir toute la vérité sur cette histoire universelle. Alors je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Installez-vous bien sur votre fauteuil. Prenez un verre. Peut-être même plusieurs bouteilles même. Car une fois que vous saurez la réalité de cette histoire, vous ne verrez plus jamais Blanche-Neige de la même façon. Je peux vous le garantir. Sans plus attendre, écoutez ce récit de sang, de sexe, d'interdit, de mort et de noirceur extrême, où même le terme glauque n'est sans doute pas assez fort pour le décrire. Écoutez la vraie histoire de Blanche-Neige, celle qu'on a voulu cacher depuis sa première parution, et pour cause. Car elle n'est vraiment pas faite pour les enfants. Et encore moins pour les âmes sensibles épris de justice et de pureté.
Vous êtes bien installés? Vos enfants sont couchés? Votre grand-mère cardiaque, celle-là même qui vous a raconté sa version expurchée, a fait de même? On peut donc y aller. Tout a commencé au cœur du Moyen-Âge, en Europe, en plein cœur de la Bavière allemande, à une époque où les royaumes ennemis se livraient à des batailles sans merci, où les morts ne pouvaient même pas prétendre au repos éternel, à cause de charognards leur picorant leurs yeux, les engloutissant sans vergogne, comme des moineaux avalant les graines de millet données par de petits paysans, juste avant que des mercenaires les éventrent sans la moindre pitié, eux et les troupeaux qu'ils gardaient dans un versant de montagne, éviscérant les corps sans vie, fouillant chaque parcelle de leur corps à la recherche d'organes susceptibles de leur apporter la reconnaissance de leur maître, ou plutôt leur maîtresse. Car la région était sous le joug d'un culte qui apportait terreur sur les visages à sa simple énonciation. Un ordre satanique, déjà auteur de plusieurs actes répréhensibles par toutes les lois de la décence et de l'humanisme, tel qu'on le prône aujourd'hui dans nos écoles. Rien n'était épargné par leurs chasseurs. Hommes, femmes, enfants, animaux, des villages entiers étaient brûlés, les corps démembrés par les lames d'acier de leurs épées où s'étaient déjà installées les âmes de tellement d'innocents. Les femmes étaient violées sans distinction d'âge, de catégorie sociale, y compris les plus jeunes, et ce n'était que la partie la plus douce. Par la suite, chacun des corps était souillé, découpé. Les parties les plus à même de satisfaire les intérêts de leur maîtresse étaient prélevées et disposées dans leurs sacoches aussi noires que leurs âmes étaient perverties au plus profond d'eux. Foie, cœur, rate, yeux, oreilles, mains, bras, fœtus pour les femmes enceintes. Il n'y avait aucune limite à leurs exactions. Seuls comptaient les ordres du culte et de celles qui le dirigeaient. Il n'y avait pas que la peur de ne pas obéir qui faisait agir ces mercenaires dépourvus de toute éthique. Terme qui n'avait d'ailleurs aucun sens en ces temps troubles. Ils avaient été façonnés ainsi, tout simplement. Ils n'avaient plus rien de ce qu'on appelle un être humain. Les rares chevaliers ayant eu l'audace de tenter d'arrêter ces véritables hordes se retrouvaient littéralement dépecés comme les autres victimes. Rien, ni personne n'était à l'abri. Et les rois et reines ne savaient que faire. Pour chaque villageois des différents royaumes subissant ces attaques régulières, le simple fait de vivre était devenu une peur de chaque instant, de s'ajouter à cette liste macabre de morts toutes plus horribles les unes que les autres. Curieusement, un royaume parmi tous les autres avait échappé à toute cette folie, à tel point qu'on soupçonnait le roi et la reine d'être à l'origine du culte proprement dit. Et c'était on ne peut plus vrai. Et ils ne s'en doutaient pas. Le culte existait à travers les sous-sols du château, perpétré par une âme encore plus noire que tous ceux travaillant pour elle. Une femme, nourrice des enfants du couple royal, qui se servait de son influence et de drogue pour tenir ce dernier sous sa coupe, et l'empêcher de dépêcher des chevaliers pour enquêter sur le fait que leur royaume était le centre du culte. Un culte qui avait un nom, l'ordre de la pomme noire. D'ailleurs, avec le temps, plus aucun chevalier n'était affilié au royaume, et Morgane, la prêtresse et chef du culte, s'en réjouissait. Les enfants du couple royal faisaient partie de ses disciples, comme chaque enfant des servants et nobles habitants au château, dès l'âge de 12 ans. Mais un jour, le rouage mis en place par Morgane dut subir un revers. Un grain de sable inattendu, sous la forme d'une fleur, trouvé par un paysan, l'ayant offert pour l'anniversaire de la reine, lors d'une fête somptueuse à souhait, où rien ne laissait présager de la noirceur qui sévissait dans les sous-sols du château. Une fleur particulière qui peu à peu effaçait le pouvoir des drogues que Morgane administrait au couple royal. Ceux-ci commencèrent à prendre conscience du mal que devaient affronter les royaumes voisins, à l'exception du leur. Le roi fut le premier à se douter que leur aveuglement à cela était peut-être du fait des boissons régulières données par Morgane, et cessèrent d'en prendre, tout en faisant croire le contraire à cette dernière, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais un servant et membre du culte s'en rendit compte, et Morgane les fit tuer par leurs propres enfants, la nuit suivante. Les rares chevaliers ou hommes de main ayant reçu l'ordre d'enquêter et n'étant pas encore sous sa domination,
furent pourchassés par ces mercenaires et exécutés. Leur corps exposés aux limites du royaume, afin de faire passer le message aux autres royaumes de ne pas chercher à pénétrer sur les territoires de naissance de l'ordre de la Pomme Noire. Les enfants prirent la succession de leurs parents à la tête du royaume. Le fait qu'ils étaient frères et sœurs ne subit aucune objection de la part des habitants du château. Et de même, la naissance d'une petite fille au teint pâle du nouveau couple fut accueillie avec toute la joie et les célébrations qui incombaient à cet événement. Clara, la reine, la nomma Blanche-Neige, à cause de ce teint de sa peau si particulier, et aussi parce que le jour de sa naissance, une pluie de neige s'abattit sur le royaume, comme pour fêter cet événement. En grandissant, la jeune fille devint si belle qu'elle était courtisée par la plupart des mâles habitant le château. Mais elle refusait systématiquement chacune de leurs avances, sans donner la raison. La vérité était que Blanche-Neige voit une véritable passion à son père, bien plus que la plupart des petites filles de son âge. Une passion développée à cause de l'attention toute particulière de ce dernier envers sa fille depuis sa naissance. Il avait toujours été subjugué par sa beauté presque surnaturelle, dédaignant son devoir de mari auprès de sa femme. Celle-ci avait cherché à découvrir pourquoi son frère et mari ne la regardaient plus, et demanda à une de ses servantes d'en découvrir la raison. Ce que celle-ci lui rapporta lui fit perdre la raison, tellement cela lui fit lever le cœur. Le roi, son mari, son frère, le père de son enfant, entretenait une relation contre nature avec sa propre fille, se cachant des yeux indiscrets pour s'adonner à des plaisirs interdits, où sexe et domination étaient les maîtres mots. Suivant une prophétie inscrite dans ses livres de sorcellerie, Morgane avait incité Philippe, le roi, à séduire sa fille, afin de la pervertir dès son plus jeune âge, car Blanche-Neige était destinée à devenir l'aboutissement de l'ordre. Il lui fallait une âme pure, pervertie par la personne qui comptait le plus pour celle-ci, afin d'être offerte en sacrifice le jour de ses 18 ans. Le but étant d'ouvrir un portail dimensionnel, donnant l'accès à notre monde à des démons pouvant aller au-delà des mers, pour imposer son culte à d'autres pays et continents. Il était primordial que Blanche-Neige devienne la jeune fille la plus perverse que ce royaume ait jamais connue. Pour cette raison, elle avait chargé Sigmus, le chasseur du palais, à faire découvrir les plaisirs de la chair à Blanche-Neige, suivant les dogmes du sadomasochisme. Une pratique dont les préceptes étaient nés de la lointaine France, par un marquis de sinistre renommée aux yeux de la régence royale française. Ainsi, chaque jour à partir de ses 12 ans, le chasseur lui inculqua ses préceptes, faisant d'elle une dominatrice en puissance, et faisant de son père, qu'elle n'eut aucun mal à séduire, celui-ci étant sous son charme depuis sa naissance, un objet sexuel plus qu'un véritable partenaire. Elle ne voyait plus en lui un géniteur, mais un simple morceau de chair qui pouvait lui apporter le plaisir qu'elle avait appris à aimer, devenant presque une véritable dépendance. Elle avait bien tenté de retrouver la jouissance procurée par sa relation incestueuse avec son père auprès d'autres mâles de son âge, sans jamais retrouver la même puissance de plaisir. D'où son refus d'offrir son corps à d'autres que son père, le seul capable de la satisfaire pleinement. Tout ceci se perpétra jusqu'à ses 17 ans, presque sous les yeux de sa mère, la reine, qui ne s'aperçut pas de cette relation contre nature, avant qu'elle découvre la vérité. De désespoir, anéantie par le chagrin, et consciente d'avoir été trompée par Morgane depuis le début, elle se défenestra en sautant par la fenêtre de sa chambre. Son corps frappa de plein fouet les nombreux rochers massifs et pointus qui parsemaient les douves entourant la demeure royale. Son corps éclata sous l'impact du choc, éparpillant ses boyaux le long des aspérités des rochers, son sang se déversant dans l'eau noirâtre coulant plus bas. Son corps ne fut trouvé que quelques jours plus tard, alors qu'il était devenu un festin de choix de divers oiseaux de proie, arrachant un à un chaque morceau de chair en putréfaction, ornant les rochers où la reine avait mis fin à ses jours. Une mort qui n'émeut que quelques membres du personnel du château, proches de celle-ci, ceux-là même qui avaient signalé l'étrange disparition de la reine. À dire la vérité,
Il ne restait pas grand-chose à enlever des douves, tant son corps avait été dévoré, aussi bien par les insectes nécrophages que par les charognards volants de la région. Tout au plus restait-il quelques morceaux de chair épars sur un squelette blanchi par les rayons du soleil, au milieu de lambeaux d'étoffe, qui étaient autrefois des habits royaux. Par la suite, afin de satisfaire à un certain protocole, Morgan épousa le roi. Celui-ci, et pour éviter toute controverse quant au fait d'épouser sa propre fille, se résignant à ce mariage non désiré. Nouvel échelon vers le pouvoir de Morgan, lui donnant l'opportunité de faire selon ses envies, sans plus avoir besoin de le cacher aux yeux de tous. Elle institua l'obligation de se soumettre à l'ordre de la Pomme Noire, qui devint le nouveau blason du royaume, et put officialiser le lien entre celui-ci et son culte. En attendant de sacrifier Blanche-Neige sur l'autel inhérent à la cérémonie, Morgan forma d'autres mercenaires, d'autres milices, chargées d'aller toujours plus loin dans les territoires du pays, afin de ramener des jeunes filles âgées de 14 à 16 ans, dans le but de les sacrifier, et ce jusqu'à l'avènement constitué par celui de Blanche-Neige, à raison d'une par mois. De véritables chasses furent organisées, avec pour mission pour les mercenaires de choisir les plus belles et les plus pures, de les déflorer une fois revenus sous le regard du roi, obligés d'assister au rituel, malgré le dégoût que ces actes lui procuraient. Un dégoût, ou plutôt une gêne, le roi ayant désormais interdiction d'avoir une quelconque relation avec sa fille Blanche-Neige, devant réserver son corps pour sa nouvelle épouse et prêtresse de la Pomme Noire, Morgan. Une situation que Blanche-Neige n'acceptait pas, refusant de partager son père avec la nouvelle reine. Plusieurs fois, elle demanda à celle-ci de lui permettre de renouer sexuellement avec celui-ci, prétextant qu'il était à elle, parlant de lui comme rien de plus qu'un objet, au lieu du père qu'il était. Mais Morgan ne céda pas. C'est pourquoi, avec la complicité de Sigmus, le chasseur du palais, elle organisa une évasion. Ce que celui-ci ne put lui refuser. D'autant plus que Blanche-Neige, en sensation de manque, avait fait de son ancien mentor et professeur, spécialiste du masochisme, son nouvel amant. Bien qu'elle ne retrouvait pas les mêmes plaisirs qu'avec son père, il suffisait néanmoins lui procurer un peu de plaisir qu'elle recherchait. Et surtout, c'était l'occasion de le soumettre à ses moindres caprices. Celui-ci lui procurant d'autres étalons parmi les jeunes gens du royaume, capturés et emmenés de force dans la chambre de Blanche-Neige, où elle les a donnés au plaisir de relations à plusieurs partenaires. Une fois obtenu ce qu'elle voulait, à la manière d'une menthe religieuse, elle les tuait sans le moindre ressentiment. Rares étaient ceux qui restaient dans sa chambre plus d'une nuit. Et le royaume fit bientôt face à une forme de pénurie de jeunes hommes, suite aux enlèvements perpétrés par Sigmus sur l'ordre de Blanche-Neige, se sentant obligé d'accéder à ses désirs, ayant trop peur de perdre sa place d'amant privilégié, et surtout de subir le sort des autres. C'est ainsi qu'en plus d'orchestrer les rapts, il était également chargé de débarrasser les corps des malheureux ayant partagé son lit de mort. Et parfois, son travail s'avérait particulièrement éprouvant. Les pulsions meurtrières de Blanche-Neige, accentuées par le fait de ne pouvoir obtenir le seul corps qu'elle désirait vraiment, celui de son père, la faisant devenir petit à petit une véritable psychopathe en puissance. Chaque mort perpétuée sur ses différents amants faisait à chaque fois preuve d'une imagination débordante. Strangulation, égorgement, énucléation, boisson composée d'un mélange de cyanure, de ciguë et autres poisons à effet immédiat, éviscération violente, tranchage des attributs masculins. Sigmus lui donna même un surnom, la perverse sanglante. Un surnom que Blanche-Neige appréciait à un très haut niveau, tellement il était en phase avec ce qu'elle était devenue. Mais tout ceci, contrairement à ce que Sigmus, toujours prêt à accepter les moindres demandes de Blanche-Neige, n'était destiné qu'à calmer la frustration de cette dernière. Une frustration qui finit par s'éteindre peu à peu. Il a décidé à demander à Sigmus de l'aider à s'enfuir. L'amour de ce dernier pour Blanche-Neige étant sans borne, il s'exécuta, et à l'insu de Morgan et du roi, parvint à faire sortir Blanche-Neige du palais, avec la complicité de quelques gardes, soudoyés par des bourses d'or volées dans les coffres de la salle du trésor, dont il était le seul gardien et détenteur des clés.
Elle partit donc une nuit, sans encombre, se dirigeant vers la forêt, sur les conseils de Sigmus, puis ayant donné l'adresse d'une chaumière où vivaient des nains, des amis du temps où il était lui-même mercenaire. Un temps, il avait proposé leur service à Morgane, mais elle avait toujours refusé, prétextant qu'elle n'avait pas besoin de semi-homme. Blanche-Neige parcourut ainsi plusieurs lieues à travers la forêt, à la recherche de la fameuse chaumière des nains. Elle finit par la trouver, mais celle-ci était vide. L'intérieur sentait le renfermer, parsemé d'odeurs typiques des mâles solitaires en rut, n'ayant d'autre choix que le plaisir solitaire pour assouvir leurs fantasmes les plus enfouis. Blanche-Neige n'osait même pas imaginer ce que 7 nains célibataires pouvaient faire en termes d'occupation sexuelle entre eux. Ce qui était sûr, c'était que le ménage n'était pas leur priorité au vu des montagnes d'immondices çà et là dans la maisonnée, dont elle avait eu le plus grand mal de passer la porte d'entrée, tellement elle était petite. Exténuée, elle ne voulut pas se poser plus de questions, et cherchant un endroit où elle pourrait s'allonger. Elle trouva une sorte de dortoir où se trouvaient 7 petits lits, chacun d'eux comportant le prénom de leur propriétaire en bout de lit. Des prénoms tous aussi ridicules les uns que les autres, à tel point qu'elle se demandait si leur cerveau n'avait pas cessé d'évoluer en même temps que leur taille. Ni une ni deux, elle entreprit de rapprocher entre eux les 4 lits situés sur la droite de la pièce et s'allongea, en attendant que les nains rentrent chez eux. La fatigue aidant, elle s'endormit au bout de quelques minutes, et n'entendit pas les chants émis par la troupe de nains s'approchant de la maison, dont elle avait oublié de fermer la porte. En arrivant devant cette dernière, ceux-ci s'aperçurent que quelqu'un était entré chez eux, voyant celle-ci grande ouverte. Prudemment, ils entrèrent et finirent par trouver, tout en faisant preuve de multiples précautions, Blanche-Neige, allongée et endormie sur les lits qu'elle avait rapprochés. Les nains étaient subjugués par la beauté et la pâleur de la peau de leur squatteuse. Sa robe en lambeaux laissait entrevoir ses jambes jusqu'à mi-hauteur de la cuisse, ce qui n'était pas sans conséquence sur les pensées de 7 célibataires. Néanmoins, ils n'en étaient pas moins gentlemen, et plutôt que la réveiller, ils délichèrent d'autres couvertures afin de la recouvrir, et attendirent patiemment son réveil, afin de la questionner sur sa présence chez eux. 3 heures plus tard, Blanche-Neige se réveilla enfin, et quelle ne fut pas sa surprise de se voir entourée par les 7 nains dont lui avait parlé Sigmus. Ils avaient une allure singulière, tous portaient la barbe, à l'exception d'un seul, ce qui lui donnait l'impression qu'il devait être le plus jeune d'entre eux. S'apercevant de la présence de la couverture sur elle, elle eut l'instinct de vérifier si ses hôtes involontaires n'avaient pas profité de son sommeil pour s'adonner à de quelconques perversions sur son corps. Pas que cela l'aurait dérangé outre mesure, mais elle préférait dominer ses partenaires plutôt que ceux-ci se pensent maîtres de la situation. Les nains observant son geste la rassurèrent, lui indiquant qu'ils n'avaient rien fait que la moralité puisse réprouver envers elle, selon leurs propres termes. Ils lui demandèrent alors ce qu'elle faisait chez eux. Blanche-Neige se mit à leur raconter son histoire, sa relation avec son père, la manipulation de la reine Morgane à son encontre, l'aide de Sigmus, en omettant bien évidemment quelques détails qui auraient pu avoir des réactions plus que mitigées de la part de ses interlocuteurs. Comprenant la situation, et étant solidaire de Sigmus, leur ancien frère d'armes, ils lui assurèrent qu'elle était la bienvenue chez eux, et qu'elle pourrait y rester autant qu'elle le désirait, sous réserve de payer sa place. Les nains émirent des sourires qui se passaient de commentaires quant à leurs intentions envers elle, ce qui la fit sourire également. Elle voyait très bien de quelle manière elle pourrait avoir l'emprise très facilement sur eux. Et puis, cela lui permettrait de découvrir d'autres facettes du plaisir. Et qui sait, peut-être lui donner un substitut de ce qui lui manquait, que ses différents amants au destin tragique et mortel n'avaient pu lui offrir. Elle accepta leur proposition, en leur disant qu'elle avait hâte de savoir quelles seraient ses tâches au sein de la maison. Ce à quoi les nains lui répondirent qu'elle comprendrait très vite ses fonctions, et que ça donnerait du plaisir à tous, y compris le plus jeune d'entre eux, néophyte en la matière. Blanche-Neige regarda ce dernier, et lui annonça qu'en ce cas, elle s'occuperait de lui en priorité. Plusieurs mois passèrent, et Blanche-Neige, à force de patience, de perversité et de manipulation,
devint celle qui dirigeait tout dans la maison. Elle avait fait découvrir les joies du sadomasochisme et de la domination à ses hôtes. Et aussi curieusement et improbable que cela pouvait être, ceux-ci y prirent goût très rapidement, en redemandant même. Une véritable relation s'était installée entre eux et Blanche-Neige, à sa grande surprise. Elle avait découvert de nouvelles sensations du plaisir qu'elle ne soupçonnait pas, lui faisant même oublier sa relation avec son père. Cependant, cette joie fut de courte durée. Morgane ayant découvert la traîtrise de Sigmus et la fuite de Blanche-Neige, furieuse, dut recourir à un artefact quelque peu particulier, afin de retrouver la trace de Blanche-Neige, indispensable à l'avènement de l'ordre et l'ouverture du portail. Un miroir aux propriétés particulières qui lui indiqua que celle-ci était toujours en vie, et l'endroit où elle se trouvait, intimant l'or à Sigmus de la retrouver et de la lui ramener. Ce dernier s'exécuta, incapable de dire non, et surtout, sachant qu'il n'avait pas le choix. Sigmus attendit donc un jour où les nains, mineurs de leur métier, se rendirent dans les grottes où ils extrayaient des joyaux précieux qu'ils revendaient aux villes alentours afin de pouvoir obtenir l'argent nécessaire à leur vie de tous les jours. Se retrouvant seul avec Blanche-Neige, il lui dit qu'il était désolé, mais qu'il avait ordre de la ramener au château, sous peine de subir la colère de Morgane. Blanche-Neige lui dit qu'elle comprenait, et fit mine de le suivre. Mais à peine eut-il le dos tourné qu'elle lui planta une fourche apposée contre un des murs de la maison des nains, dans le dos. Celui-ci, hurlant de douleur, tomba au sol. Profitant de son désarroi, Blanche-Neige prit un couteau dans la maison et égorgea sans aucun remords Sigmus, avec une violence sans équivoque. Maintenant, elle devait cacher le corps. Elle savait que voir leur ami Sigmus mort provoquerait des tensions auprès des nains, voire qu'ils lui refuseraient dorénavant toute aide. Tant bien que mal, elle traîna le corps plus loin dans les bois et creusa un trou grâce à une pioche et une pelle prises chez les nains, ceux-ci ayant un nombre impressionnant d'outils de toutes sortes. Cela lui prit du temps, mais elle parvint à enterrer le corps. Sa robe étant parsemée de sang, elle dut l'enterrer avec Sigmus, pour ne pas que les nains se doutent de quelque chose. On pourrait toujours dire qu'elle l'avait déchirée et qu'elle n'avait pu faire autrement que de la brûler, car elle était irréparable. Les nains n'étant pas des sommités d'intelligence, en tout cas de ce qu'elle savait d'eux, elle savait que cela passerait. De plus, elle avait d'autres robes qu'elle s'était confectionnées. Mais Morgane, grâce au miroir, avait eu vent de l'acte de Blanche-Neige, et à l'aide d'un sortilège, entreprit de transformer son apparence pour s'occuper elle-même de Blanche-Neige. Si elle ne pouvait la ramener avec elle, alors elle n'aurait d'autre choix que de la tuer. Cela retarderait l'avènement de l'or de plusieurs mois. Elle avait découvert qu'il lui suffisait de disposer son corps sur l'autel pour avoir le même résultat. La seule condition dans ce cas-là étant de sacrifier son propre premier-né lors de la cérémonie. Et elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte il y avait quelques jours. Dès lors, elle avait juste besoin du corps de Blanche-Neige et attendre patiemment la naissance de son propre enfant pour pouvoir ouvrir malgré tout le portail. Sous l'apparence d'une vieille femme, elle profita de l'absence des nains pour rencontrer Blanche-Neige à la chaumière, se désignant comme une vendeuse d'objets de plaisir. Sachant que le coût pour le sexe de Blanche-Neige étant à un niveau très élevé, elle savait que celle-ci ne résisterait pas à l'envie d'en essayer un. Et en effet, Blanche-Neige se montra très intéressée par les produits de la vieille femme. Morgane lui montra alors une pomme spéciale, aphrodisiaque. Il lui suffisait de la croquer pour que celle-ci, par ses propriétés magiques, lui procure un plaisir immense des heures durant. En vérité, Morgane avait placé un poison fulgurant sur la pomme. Alléchée par ses propos, Blanche-Neige lui prit la pomme. Et à peine Morgane, sous l'apparence de la vieille femme, disparut, que Blanche-Neige rentra dans la maison, voulant se délecter en croquant un morceau de cette pomme miraculeuse. Mais à peine l'avait-elle fait, que le poison que Morgane avait placé sur la surface du fruit fit son effet, déversant son fluide mortel dans le sang de Blanche-Neige, et provoquant l'arrêt de son cœur, la faisant tomber inerte sur le sol. Mais alors que Morgane tentait de mettre Blanche-Neige sur le chariot qui lui avait servi pour mettre d'autres de ses produits, afin de tromper la vigilance de Blanche-Neige,
les nains revinrent plus tôt que d'habitude, étant tombés sur un gros filon, leur permettant d'obtenir leur quantité journalière beaucoup plus rapidement que d'habitude. Voyant Blanche-Neige au sol et une vieille femme à ses côtés tentant de la monter sur son chariot, les nains comprirent immédiatement la situation et se mirent en chasse de Morgane sous ses apparats de sorcière vieille et au visage ingrat. Paniquée et ne possédant aucun artefact magique lui permettant de contrer les assauts des nains sur elle, Morgane s'enfuit, poursuivie par les nains, à l'exception de 2 d'entre eux, restés pour tenter de ranimer Blanche-Neige. La poursuite obligea Morgane à se diriger vers un promontoire rocheux ne lui apportant aucune issue. Elle était acculée, pendant que les nains se rapprochaient. La peur aidant, Morgane recula plus qu'il ne fallait, oubliant le précipice se trouvant derrière elle, composé de terre friable, qui, son poids aidant, s'écroula, la faisant tomber dans le vide. Elle s'écrasa à plusieurs mètres plus bas, directement sur un plateau. Meurtrie, mais en vie, elle se releva péniblement, esquissant un sourire à ses poursuivants restés en haut, mais ceux-ci lui offrirent des visages épouvantés. Ne comprenant pas cette réaction bizarre, elle entendit soudain derrière elle le grognement d'un animal. Elle se retourna alors, et vit un ours énorme derrière elle. Elle était tombée pile devant sa tanière, et il ne semblait pas apprécier cette intrusion. L'ours fonça sur elle, la parsemant de coups de griffes et de morsures, la taillant en pièces, lui faisant échapper des cris de terreur effroyables. Morgane était morte, ainsi que l'enfant qu'elle portait dans son ventre. Et avec elle, c'est tout l'ordre de la Pomme Noire qui disparaîtrait petit à petit, n'ayant plus de prêtresse pour le diriger. Par la suite, la nouvelle de la mort de Morgane rendit des ailes aux chevaliers des royaumes avoisinants, se mettant en chasse des mercenaires. Mais ceux-ci ne s'avouèrent pas vaincus pour autant, et ce fut le début d'une véritable guerre ouverte entre les derniers partisans de l'ordre et les royaumes ayant subi leur joug des années durant. Une guerre sanglante, où chacun des 2 partis se montrèrent sans pitié, livrant le pays à un massacre partout où ils s'affrontaient, multipliant les morts des 2 côtés, et parfois même les gens du peuple. Dommages collatéraux inévitables, au vu des combats sanglants et sans merci opposant les 2 clans. Un conflit qui durerait plusieurs mois avant de trouver une accalmie, et offrant à nouveau la paix sur les différents royaumes. Et pour l'heure, les nains étaient en proie à la tristesse la plus profonde. Blanche-Neige était morte, bel et bien morte. Et là, contrairement à la version que vous connaissez, il n'y eut pas de prince charmant pour la délivrer d'un baiser, les nains se contentant de lui faire un cercueil pour pouvoir l'enterrer avec tous les honneurs. En ce jour, ils avaient perdu une amie, une maîtresse dans tous les sens du terme, et un professeur. Ils ne se remirent jamais de cette perte, et finirent dans la déchéance la plus complète. 3 d'entre eux se donnèrent la mort. 2 autres périrent par inattention, en travaillant dans les grottes, écrasés par des éboulements. Un dernier fut dévoré par le même ours qui avait mis fin à la vie de Morgane. Seul le plus jeune resta. Il quitta la région, et personne n'entendit plus jamais parler de lui. Certaines rumeurs disent qu'il vivrait désormais une vie d'ermite, et qu'il ne veut plus que quelqu'un l'approche, persuadé de porter malheur, parce qu'il n'a pas de barbe, au contraire de tous ceux de sa race. On dit aussi que la maison des nains a fini par être envahie par la végétation, se fondant dans la nature. Il n'existe presque plus de traces d'elle, par quelques planches par-ci par-là, et une croix sur un monticule de terre, entourée de pierres précieuses de toutes sortes, avec un panneau, qui fut apposé après que le dernier des nains fut parti, par un ancien résident du château. Certains disent que c'était l'ancien roi, Philippe, qui ayant appris la mort de sa fille, et ne l'ayant pas supporté, se serait enfui de son royaume, partant sans but, pour oublier toutes les fautes dont il était la cause. Sur ce panneau est écrit « Sigie Blanche-Neige, ma fille, mon seul amour, repose en paix ». Et juste en dessous, on peut lire ces mots écrits en lettres de sang par une autre personne. « Le royaume ne pourra jamais t'oublier. Adieu à toi,
perverse et sanglante.